Ich winselt, bettelt. Du hast kein Recht, ich zu zerstören. Ich muss ein eigenes Leben werden. Mama, lass ich nicht im Stich. Je crois que c'était le drame de ma vie, l'absence de la mère, d'une famille. Car j'ai été retirée à ma mère juste après ma naissance, sous prétexte que, c'est ce qu'on me dira plus tard, ma mère aurait été folle. J'ai passé les 6 premiers mois de ma vie dans un foyer pour enfants attardés mentaux, bien que je sois normale. Et là, j'ai vécu les premières tortures psychiatriques d'un enfant yéniche. Considèrent comme des vagabonds congénitaux, des criminels, des feignants, sont assimilés de force. Après des années de mutisme, la Confédération a consenti à se retourner sur cette page noire de son histoire. Les conclusions d'une étude historique réalisée à la demande du Conseil fédéral ont été rendues publiques en juin 1998. La chasse aux tziganes, effectuée dans le cadre de l'opération Enfants de la Grande Route, fut bel et bien impitoyable, à l'image de celui qui la dirigeait, le docteur Siegfried. Je voudrais par exemple vous lire ceci. Une mère, à qui Siegfried a enlevé l'enfant, lui a écrit cette lettre. Maintenant, il faut que vous me rendiez ma fille. Vite, parce que j'attends la naissance de mon prochain enfant. J'ai suffisamment souffert de la disparition de cet enfant. Si vous refusez de me rendre l'enfant, je ne resterai pas en vie après cette naissance. C'est ce que je me suis juré et c'est ce que je ferai. So habe ich es mir geschworen und so werde ich es auch halten. Peu de temps après la rédaction de ce rapport, un vieux monsieur s'est adressé à nous. Il se souvenait qu'il avait eu un maître d'école du nom de Siegfried qui avait été arrêté. Nous avons enquêté sur cette histoire et découvert qu'Alfred Siegfried, juste avant de prendre ses fonctions à la fondation Pro Juventute, avait été accusé, puis condamné pour avoir abusé d'un petit garçon, un de ses jeunes élèves. Il a subi lui-même un traitement psychiatrique. Et avant sa condamnation, on s'est demandé s'il fallait l'interner dans un asile.
Mariella est écrivain yéniche. Elle vit aujourd'hui en Italie. La Suisse est pour elle synonyme de torture. Enlevée dès sa naissance, elle est restée 20 ans sous la férule du docteur Siegfried. Dans sa famille, 3 générations ont été victimes de l'opération Enfant de la Grande Route. Ses parents, elle, puis son propre fils. Écrire, pour Mariella, c'est inscrire l'histoire des Yéniches dans les mémoires. C'est graver une tradition orale. Écrire, c'est refuser l'oubli. Quand j'ai eu 3 ans, on s'est rendu compte que je ne voulais pas parler. Et on a décidé de m'y forcer. C'était dans une clinique de Lucerne et on a utilisé une sorte de baignoire. On ne doit plus trop savoir ce que c'est aujourd'hui. On couche le patient dans une baignoire fermée jusqu'ici. Il n'y a que la tête qui dépasse. On le recouvre d'une planche pour qu'il ne puisse pas se libérer jusqu'à ce que l'eau devienne glacée. Ça pouvait durer 17, 18, jusqu'à 20 heures. Mais je n'ai pas parlé. Et on m'a renvoyé à l'orphelinat. 2 ans plus tard, on a réessayé de me faire parler avec les premiers électrochocs. C'était encore à Lucerne. Alors, après une série d'électrochocs, j'ai fini par parler, de peur qu'on ne recommence. J'ai fini par parler. La première fois que j'ai demandé à mon tuteur, le docteur Alfred Siegfried, qui étaient mes parents, parce qu'au foyer j'avais appris que les enfants ont des parents, il m'a dit de ne pas m'occuper de ça. Ta mère est une putain et ton père est un asocial. J'ai longtemps vécu avec ça. J'ai vécu 10 ans avec ça, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il m'avait dit. Mes parents étaient des tziganes. Ça peut paraître mélodramatique, mais il y a encore une autre vérité. Quand, comme moi, on a vécu si longtemps côtoyant la mort, 20 ans pour moi, on connaît le prix de la vie et on sait à quel point on peut et on doit lui être reconnaissant d'être là. Il n'y a pas d'autre devoir que de vivre. Burközli est l'une des nombreuses cliniques psychiatriques où ont été internés les Yéniches les plus réfractaires. Les scientifiques d'alors utilisaient les expertises psychiatriques pour tenter de démontrer l'infériorité héréditaire des nomades. Une idéologie qui a conduit à l'extermination de 500 000 tziganes pendant la guerre. À l'époque, il y avait une étroite coopération entre les différents savants. Et ici, dans cette clinique, par exemple, les psychiatres suisses et allemands travaillaient ensemble. Les Yéniches ont été examinés par les psychiatres allemands et les psychiatres suisses, qui ont joué un grand rôle dans l'élaboration de la législation du Troisième Reich. Ernst Rudin a été l'un des auteurs de la théorie de l'hygiène raciale, à l'origine de la législation qui a abouti à l'extermination non seulement des Yéniches, mais d'autres personnes faisant partie de minorités considérées comme inférieures. La majorité des enfants fut placée dans des orphelinats catholiques ou dans des familles d'accueil afin d'être éduqués selon les idéaux de la société sédentaire. Les plus récalcitrants étaient jetés en prison. Véritable chien de garde des valeurs morales, la police et le clergé ont justifié l'humiliation, la maltraitance. Je connais aussi ceux qui ont été stérilisés par force. Je sais, c'est quelqu'un de très proche de moi. À l'âge de 14 ans, ils ont dit on doit enlever le appendicite. Au lieu de faire ça, ils ont mis un ovaire. Ici, ils sont brûlés. Ils sont cousus à eau. Et puis ils sont brûlés. L'autre côté, ils sont sortis. Ils l'ont stérilisé. Ma soeur, elle faisait pipi au lit. Alors, ils ont mis ici en dessous, ils ont mis un courant électrique. Et chaque fois quand elle a fait pipi, ça lui est électrocuté.
Elle a encore un trou là. On a parlé encore, ça fait quelques mois, on a parlé encore de ça. Oui, ils ont fait des choses incroyables aussi, ici en Suisse. C'est honteux. Confortable neutralité qui permet à la Suisse de s'abriter dans le silence. Un silence que rompt l'hebdomadaire Beobachter en 1972. La fondation Pro Juventut doit s'expliquer. Pourquoi la Pro Juventut a-t-elle poursuivi cette politique si longtemps? C'est difficile pour moi de répondre, parce qu'à l'époque je n'occupais pas ces fonctions, bien que je sois entré à la Pro Juventut en 1970. Mais je crois que ça arrive souvent, quand une action se déroule pendant des années, voire des décennies, c'est difficile de l'arrêter comme ça. Je m'en suis rendu compte à ce poste de secrétaire général plus tard, sur d'autres dossiers. Il faut beaucoup de force. C'est parfois très dur de changer des choses qui ne correspondent plus à leur époque. On peut dire aussi que ça nécessite un minimum d'autocritique. Transférés à Berne en 1987, les dossiers de la Fondation Pro Juventute concernant l'opération Enfants de la Grande Route sommeillent dans les sous-sols des archives fédérales. Seules les Yéniches y ont accès. Elles n'ont été ouvertes aux chercheurs qu'à titre exceptionnel. Il y a environ 10 ans, il a été décidé que le délai de prescription sur ces archives serait de 100 ans avant qu'elles ne soient ouvertes. Mais nous espérons qu'elles seront accessibles plus tôt pour que cette histoire puisse être étudiée à fond et livrée au grand jour. La découverte de ces kilos de dossiers a choqué la communauté yéniche au point qu'elle a même songé à demander leur destruction. Les archives de Pro Juventute entreposées à Berne s'avèrent cependant insuffisantes pour apprécier le rôle des cantons, communes ou institutions durant cette sombre période. La lecture de ce chapitre de l'histoire suisse ne restera que partielle, tant que tous les acteurs de cette politique n'auront pas accepté de lever le secret. Là, vous pouvez lire « bête ». Un moment. Idiot. 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 Crétin. Faible d'esprit, ils le sont tous. Imbéciles, psychopathes, débiles, ainsi étaient catalogués les enfants yéniches par le docteur Siegfried en 1964. Les 18 premières années de la vie d'Ouchy ont été consignées dans 3500 pages de dossiers. 3500 pages qui lui ont permis de réaliser l'ampleur des préjugés anti-tziganes. Je ne savais pas qu'il y avait des rapports aussi méchants, aussi mauvais à mon sujet, qu'on me jugeait aussi mal, que j'étais une enfant mauvaise, que je mentais, que je volais. Ça, je ne le savais pas, qu'on disait des choses aussi terribles sur moi. Pourquoi disait-il ça? Parce que j'étais une enfant tzigane. Un enfant tzigane naît menteur. C'était quelque chose de normal pour tout le monde. Tous les tziganes sont mauvais. Ils mentent, ils volent. Et le plus grave, c'est qu'ils naissent ainsi. Ils ne deviennent pas menteurs, mais ils naissent ainsi. C'est ce que Siegfried affirmait. Dans son dossier, Ouchy a découvert une lettre écrite par les sœurs d'un orphelinat où elle avait été placée à l'âge de 17 ans. Je peux la lire? On peut par exemple y lire ceci. Ursula est très impulsive, susceptible, provocatrice. Elle connaît ses devoirs envers Dieu, mais elle n'est que faiblement croyante. Un traitement psychiatrique ne s'impose pas pour l'instant, mais nous voulons voir si, à l'avenir, on peut trouver une bonne solution. Oui, c'est ce genre de rapport que nous faisions.
c'est vrai. Et elle a réussi à récupérer ça, là maintenant? Ce rapport, Ursula a mis la main dessus? Vous le trouvez si terrible que ça? Je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. De ce rapport? On faisait ce genre de rapport, c'est vrai. Je l'ai signé en tant que mère supérieure, c'était mon titre à l'époque. Et elle, en tant que responsable des études. C'était nous. Ça remonte à une trentaine d'années, c'est loin pour moi. Pourtant, je la revois très bien, cette fille. Je la vois encore devant moi, debout dans mon bureau. Oui, je me souviens. Est-ce que votre congrégation avait un rôle à jouer pour décider d'envoyer un enfant dans une clinique psychiatrique? Oui, nous pouvions le recommander. C'est arrivé de temps à autre, parce qu'on nous envoyait toujours des filles à problème. Et on ne savait pas si elles avaient une maladie mentale ou si elles avaient simplement un caractère difficile. Je me souviens qu'on a dû en accompagner certaines à l'asile psychiatrique. Et elles y sont restées toute leur vie. Il faut bien dire que souvent, les enfants avaient des parents alcooliques. Ce qui joue quand même sur l'intelligence. Imaginez qu'à l'âge de 5 ans, plus personne n'avait le moindre espoir pour moi. Regardez, c'est écrit ici. Nous espérons que nous arriverons à élever l'enfant. Entre guillemets, bien que je ne me fasse pas beaucoup d'illusions. À 5 ans, personne n'avait plus l'espoir que je devienne quelqu'un de bien. À 5 ans, ça c'est une catastrophe. En 18 ans, Ouchi a été placée dans 23 institutions différentes. Enlevée à 6 mois, elle n'a connu que solitude, humiliation et privation de liberté. Le monde des adultes l'a trahie. Elle, à qui l'on a volé l'enfance, est aujourd'hui assistante maternelle et n'aspire qu'à donner l'amour dont elle a tant manqué.
C'est ce qu'il y a de plus beau. Prendre les quartiers d'hiver, pour les enfants de la route, cela veut dire retourner à l'école, 5 mois d'escale chez les sédentaires. Quand la saison est au voyage, l'école, cela se passe dans la caravane. Vous avez beaucoup d'amis à l'école? Oui, ça va. Parfois, il y a des problèmes avec l'école, mais ça peut aller. Quel problème? Nous sommes des imbéciles de tziganes. Et ce n'est pas toujours facile. Que disent les enfants? Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes, pour ainsi dire, chez eux. Ils ne trouvent pas ça bien. C'est ce qu'ils disent. Vous savez parler yéniche? Oui. C'est normal. Quand on veut garder nos petits secrets, on parle yéniche entre nous. Je trouve ça très important que nous gardions la langue. Car si j'ai envie de dire quelque chose à ma fille, sans que les sédentaires ne comprennent, alors je lui parle en yéniche. Ce n'est pas nécessaire que vous compreniez tout. Peux-tu nous dire quelque chose en yéniche? Non, c'est notre langue à nous. La Confédération a reconnu sa responsabilité et a versé 11 millions de francs d'indemnité aux victimes. Mais le préjudice moral demeure. Les yéniches, qui disposent d'un passeport suisse, ont toujours eu à remplir leur devoir de citoyens sans en avoir les droits. Ce sont ces droits qu'ils réclament aujourd'hui. Les yéniches nous disent toujours, c'est vraiment le futur, de prouver que nous, aujourd'hui, sommes capables d'avoir un plus jamais et de vivre ensemble très activement. Et ça veut dire justement de voir d'une part à ouvrir toute la possibilité pour la recherche en Suisse pour cette question, mais d'autre part justement de se pencher sur la condition de vie quotidienne pour les yéniches. Je pense justement à beaucoup d'améliorations, ce qui concerne les Standplätze, les modes de vie professionnels, la manière que les enfants puissent être intégrés dans les écoles aussi, s'ils sont vraiment en route aussi dans les différents cantons, et que c'est vraiment un besoin de collaboration très étroite. Actuellement, les yéniches sont environ 35 000 en Suisse. 5 000 seulement sillonnent encore les routes de la Confédération. On est des artistes. Comme Martha, de plus en plus les tziganes de Suisse s'installent. Peu à peu, les maisons se substituent aux caravanes et la solitude à la convivialité. Ça n'a beaucoup changé. L'amitié, vous voyez que, je sais pas. Avant, ils sont venus plus tôt. Demander quelque chose, boire un café. Et maintenant, c'est plus la même chose. Ça a changé. On est beaucoup de nous sommes beaucoup de monde ici, mais on est quand même seuls. Ouais, c'est comme ça. Pendant près d'un demi-siècle, la Suisse s'est attachée à détruire l'identité et la culture yéniche. Dès 1964, le docteur Siegfried estimait sa réussite à 50%. Visiblement, l'opération Enfants de la Grande Route a été efficace. La plupart des yéniches sont maintenant sédentaires, et peut-être plus suisses que tziganes.